Et pendant ce génocide, cet événement tristement célèbre dans l'histoire du Rwanda, c'est bien le Congo et les Congolais qui ont accueilli les Rwandais Hutus qui sont venus chez nous. En ce moment-là, ça soit oublié qu'on n'était pas rwandophobes. On n'était pas obligé de les accueillir chez nous. On les a accueillis, et même quand le génocide est passé, il y en a qui n'ont plus voulu rejoindre le Rwanda. Et on sait pourquoi. On peut supposer pourquoi ils ne veulent pas rejoindre. C'est parce qu'ils redoutent quelque chose de la barbarie des autres frères, leurs frères qui sont restés là-bas. Et maintenant qu'ils convoitent nos terres, comme ils convoitent et ont commencé à acquérir une partie de terre en RDC, ils convoitent les nôtres, mais ils seront sans pitié vis-à-vis des Congolais, une fois de plus, qui se seront installés et que le président Sassou dise que nous sommes contre leur installation. Cela va de soi que nous allons être dans leur ligne de mire comme des ennemis et ils ne nous traiteront pas de manière différente qu'à celle qu'ils traitent déjà nos frères de la RDC. Donc pour moi, cette déclaration malencontreuse du président Denis Sassou Nguesso pour défendre ces accords au profit du Rwanda, ça équivaut pour moi à une trahison du peuple congolais au profit du peuple rwandais ou de ses intérêts, ou des intérêts de Kagame et de la classe dirigeante du Rwanda. Plus de 10 millions de victimes, il faut peut-être le rappeler, de ces atrocités, des massacres qui se déroulent à l'est de la RDC, et c'est l'ONU, le Conseil de sécurité, qui l'a dit et qui l'a redit, que c'est le Rwanda qui soutient, c'est-à-dire Paul Kagame, le Rwanda de Paul Kagame qui soutient ces mouvements qui massacrent à l'est de la RDC. Je vais proposer à nos téléspectateurs un petit extrait de Paul Kagame. Il était en séjour, bien sûr, en France, où il dit partout où les Rwandais sont menacés, ils vont se défendre. Entendu par là, ben, ils feront la guerre contre tous ceux qui vont le menacer. Ça veut dire que même au Congo, quand ils vont commencer à constater que ça ne marche pas, ils pourront prendre les armes. Suivez. Nous sommes prêts à nous battre. Nous sommes là où nous en sommes, car nous avons combattu pour nos droits et pour nos vies. Et cela ne fait aucun doute. Nous n'allons pas reculer, être dissuadés si quelqu'un nous menace. Cela n'est pas un secret. Nous sommes prêts à nous battre. Alors, Jean-Pierre Adjango, vous venez là de suivre donc Paul Kagame. Il était en visite à Paris. Il déclare, bien entendu, partout les Rwandais seront menacés, ils vont se défendre, entendu par là, même par les armes. Vous avez d'ailleurs rappelé ce qui se passe à l'est de la RDC, comment le Rwanda sème, mais vraiment, la mort, s'il faut le dire comme ça. Et curieusement, c'est dans ce contexte que Denis Sassou Nguesso jette aussi en pâture les Congolais de Brazzaville, comme quoi ils seraient devenus rwandophobes, donc voilà, les ennemis du Rwanda, et ce qui pourrait évidemment un jour justifier les violences du Rwanda contre les Congolais de Brazzaville. C'est bien cela, Christian Perrin. Je suis totalement d'accord avec vous que c'est vraiment jeter les Congolais en pâture face à la belligérance, au caractère belliqueux des Rwandais qu'on connaît. Ce n'est plus un secret de polichinelle. Les exemples sont pathétiques. En République sœur de la République démocratique du Congo sœur, où on voit ce que les Rwandais font. D'abord, ils l'ont démontré chez eux-mêmes, entre eux, avec le génocide, qui est aujourd'hui célébré comme un événement majeur à l'actif de Kagame, mais à la base, c'est quand même, ce sont les Rwandais qui se sont euh, canardés ou empilaient même les bébés. Et pendant ce génocide, cet événement tristement célèbre dans l'histoire du Rwanda, c'est bien le Congo et les Congolais qui ont accueilli les Rwandais Hutus qui sont venus chez nous.
en ce moment-là, ça soit oublié qu'on n'était pas rwandophobe. On n'était pas obligé de les accueillir chez nous. On les a accueillis, et même quand le génocide est passé, il y en a qui n'ont plus voulu rejoindre le Rwanda. Et on sait pourquoi. On peut supposer pourquoi ils ne veulent pas rejoindre. C'est parce qu'ils redoutent quelque chose de la barbarie des autres frères, leurs frères qui sont restés là-bas. Et maintenant qu'ils convoitent nos terres, comme ils convoitent et ont commencé à acquérir une partie de terre en RDC, ils convoitent les nôtres, mais ils seront sans pitié vis-à-vis des Congolais, une fois de plus, qui se seront installés et que le président Sassou dise que nous sommes contre leur installation. Cela va de soi que nous allons être dans leur ligne de mire comme des ennemis et ils ne nous traiteront pas de manière différente qu'à celle qu'ils traitent déjà nos frères de la RDC. Donc pour moi, cette déclaration malencontreuse du président Denis Sassou Nguesso pour défendre ces accords au profit du Rwanda, ça équivaut pour moi à une trahison du peuple congolais au profit du peuple rwandais ou de ses intérêts, ou des intérêts de Kagame et de la classe dirigeante du Rwanda, pour ne pas incriminer tous les Rwandais. Parce que je suis bien sûr la radio des Grands Lacs, il y a des citoyens rwandais qui participent à des émissions là avec notre confrère Clément Mirassa. Je sens qu'ils ne partagent pas cette politique d'envahissement du gouvernement de Kagame et qui ne participent pas, ils ne sont pas d'accord avec la politique de pillage des ressources dans les pays voisins et les ambitions conquérantes du Rwanda sur les pays voisins. Donc, nous sommes conscients de cela, mais ce que nous refusons, c'est l'envahissement, c'est la politique rwandaise qui consiste à vouloir conquérir des terres en dehors du Rwanda et de vouloir les conquérir chez nous, comme nous savons déjà qu'ils sont en train de faire la même chose en RCA, ils sont en train de faire la même chose au Mozambique, ils profitent de leur présence militaire dans le cadre des accords internationaux comme assistant militaire, mais après, ils concluent des accords bilatéraux au-delà des accords internationaux, ils concluent des accords bilatéraux qui permettent maintenant l'installation des militaires rwandais dans les territoires de la RCA au Mozambique et avec l'accord militaire avec notre pays, nous redoutons que ce soit la même chose qui va déboucher sur ce qui se passe en RDC. Et comme on dit, gouverner, c'est prévoir. La paix que prend le temps le président Sassou, nous voulons qu'elle soit toujours effective dans notre pays et cette fois-ci, en nous préservant d'un envahissement extérieur. Parce que quand Sassou parle de la paix chèrement acquise au Congo, ça n'a jamais été pour lutter contre un envahisseur étranger, ça a été une guerre fratricide, un coup d'État sanglant qui a permis d'aller dévaster les populations, détruire les populations dans un département du Pour par des Congolais avec l'appui des forces étrangères, dont des Rwandais aussi. Alors, c'est ça la paix qui a été chèrement acquise, mais nous ne partageons déjà pas ce concept de paix que clame Sassou tout le temps. Mais par contre, nous pensons que préserver notre territoire de l'envahissement du Rwanda, c'est réellement préserver la paix durable chez nous, la véritable paix et la souveraineté de notre territoire. Alors Sassou ne peut pas nous intimider en nous taxant de rwandophobes. Il va penser qu'on va reculer. En réalité, nous dénonçons non seulement l'allocation des terres au Rwanda, mais nous dénonçons le principe même de louer nos terres à d'autres pays, tel que Sassou envisage de le faire avec son fils, sous prétexte des contrats partenariat public-privé. Ce n'est pas cela le fondement de partenariat public-privé. Ce n'est pas céder des terres congolaises à tout venant sous prétexte que ce sont des partenariats publics-privés. Ce n'est pas cela. Et qu'est-ce que ça apporte au Congo? Et si c'est celle-là la politique
que Sassou veut développer au Congo, alors qu'il a des plans de développement qu'il n'arrive pas à réaliser, il a des projets de société qu'il n'a jamais réalisés, et sur l'interview qu'il a accordée, il a dit qu'il va rendre compte aux Congolais au moment opportun, mais nous l'attendons cette fois-ci à sa prochaine déclaration sur l'état de la nation, au lieu d'être vague, au lieu d'être globalisant, au lieu de moraliser sur la responsabilité, qu'il nous rende compte, qu'il rende compte au peuple congolais réellement sur où va l'argent du Congo, les 14 000 milliards, tout l'argent du pétrole, où ça va et pourquoi on s'endette, qu'est-ce qu'on fait réellement de chaque dette qu'on a empruntée, qu'on a convenu avec la Chine et d'autres pays, qui nous disent où va l'argent du Congo, pourquoi on s'endette, pourquoi on est tant lourdement endetté alors qu'on a suffisamment d'argent généré par nos ressources, le pétrole, le bois, les minéraux. Voilà le compte rendu qu'on attend. Et puisqu'il veut faire l'apologie de la location des terres, qu'il nous rende compte au peuple congolais sur ce que les locations, les premières locations de terres ont apporté comme bienfait au peuple congolais, à l'économie congolaise, avant de vouloir en faire un cheval de bataille pour le développement du Congo. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Jean-Pierre Anyangoy. On tend donc vers la fin de cette émission, mais c'est comme vous l'avez dit, évidemment, il suffit revoir un peu les déclarations de Paul Kagame. Hein. Une fois, on l'a entendu dire d'ailleurs, il remettait même en cause les frontières entre le Rwanda et la RDC en disant que ben, ça a été une erreur, la conférence de Berlin. Ben, tout le monde était un peu surpris de l'entendre comme ça. Et comme pour justifier évidemment ces massacres en RDC, il y a dû avoir une erreur dans voilà lorsqu'on avait délimité donc ces frontières. Alors donc nous allons passer cette fois-ci à l'autre volet, c'est la santé, comme vous le savez, du 26 au 30 août dernier, donc 26 au 30 août 2024. S'est tenue à Brazzaville la 74e session du comité régional de l'OMS, Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, à Brazzaville. Et lors de cette assemblée, à l'ouverture d'ailleurs, Denis Sassou Nguesso a été, comme qui dirait, couronné par un prix honorifique en reconnaissance de son apport légendaire, disent-ils, à la santé publique africaine. Ça, c'est selon l'OMS. Qu'en pensez-vous? Oui, Christian Perrin, c'est une fois de plus l'expression de l'hypocrisie, la grande hypocrisie de ces organisations dites internationales. Vous allez au même chapitre, le FMI, la Banque mondiale, qui viennent à la tutelle du Congo pour redresser son économie, qui font des revues qui se sanctionnent par des rapports d'évaluation positive, mais le Congo plonge et sombre dans la crise. Le Congo est en état de cessation de paiement, mais la Banque mondiale et le FMI disent qu'il y a des efforts que le Congo fait pour améliorer sa gouvernance. Nous, les Congolais, on voit le contraire. Les organisations internationales voient autre chose. Et c'est cela, dans le même chapitre, l'OMS nous apprend à nous, Congolais, que la gouvernance de la santé dans notre pays est disons, très positive, très rayonnante sous le règne de Sassou, qui a construit des hôpitaux selon ses discours. Et c'est sur ces discours qu'ils apprécient, qu'ils l'encensent, qu'ils le glorifient. Mais comme s'il ne vivait pas au Congo, le représentant de l'OMS, je crois qu'il vit quand même au Congo. Je ne sais pas s'il a visité le CHU de Brazzaville. Oui, mais est-ce que, pardon Jean-Pierre Anyangoy, est-ce que ce n'est pas aussi là l'effet de, j'allais dire, une forme de corruption qui
passerait par là, je mets ça encore au conditionnel, je n'accuse personne, parce que tout à l'heure, d'entrée de jeu, nous avons parlé de ça. Il a d'abord été couronné par, évidemment, l'Académie des sciences d'outre-mer. Et là, nous avons appris que finalement, près de 320 millions ont été mobilisés pour qu'il soit couronné par l'Académie des sciences d'outre-mer. Mais il y a un autre exemple qu'on peut prendre, c'est le cas de Yahya Moussa. Je ne sais pas si vous le connaissez, vous l'avez connu. Yahya Moussa, ce fonctionnaire du Fonds monétaire international, qui avait été corrompu, à qui on a même donné tout un puits de pétrole. Et c'est lui qui gérait le dossier Congo FMI. Et vous avez rappelé d'autres exemples, FMI et d'autres organisations internationales. Et là, c'est l'OMS qui vient dire aux Congolais, à la rigueur, hein, c'est ça le message, qui vient dire aux Congolais, ben voilà, Monsieur Sassou Nguesso, c'est l'homme qu'il faut parce que finalement on reconnaît en lui un apport légendaire à la santé publique. Quand les Congolais savent ce qui se passe dans les hôpitaux, comment ils sont traités, comment les gens meurent comme des mouches, les hôpitaux devenus des mouroirs, et qu'une organisation comme l'OMS arrive à dire non, nous le couronnons parce que il travaille bien en matière de santé. Peut-être ailleurs, pourquoi pas. Christian Perrin, je ne dis pas mieux, je ne dis pas plus, c'est réellement, ça relève de la corruption, parce que sinon, comment expliquer ça? Parce que quand une organisation comme l'OMS et un représentant de l'OMS encensent un dirigeant comme ça sur ce domaine, il devrait illustrer, donner des indicateurs pour évaluer le niveau de l'état de la santé dans un pays. Il y a des indicateurs et l'OMS doit les connaître. Par exemple, le nombre de médecins par habitant, le taux de mortalité infantile, maternelle, on peut dire que ça a reculé de telle année à telle année, de tel ordre. En ce moment, on démontre par A plus B, par des chiffres, que l'état de la santé au Congo est bon et évolue positivement. Mais ce n'est pas parce qu'un président a prononcé un discours à l'ouverture d'une session de l'OMS qu'il déclare qu'il a construit des hôpitaux dans tous les départements qu'on va l'encenser, le glorifier, quand le peuple vit le contraire. Des hôpitaux qui, soit ont été commencés, ne sont jamais terminés, certains n'ont même pas été, on a posé la première pierre, on ne les a jamais achevés, et les quelques-uns qui ont été achevés ne sont même pas bien équipés. Alors, il y en a combien qui ont été achevés? Je crois que c'est peut-être 3. Il y a peut-être un à Brazzaville et à Pointe-Noire. Je crois qu'il doit en avoir 3 sur 12 et qui ont coûté d'ailleurs 700 milliards de francs CFA. Toute l'enveloppe a été décaissée. Et quel est l'impact? Le résultat au finish, c'est que les caciques, les dirigeants de ce pays, à la moindre maladie, prennent un jet et vont en France. Au moment où nous parlons, le dernier qu'on connaît, c'est, je crois, c'est le ministre là, Nick Fila, je crois, qui a fait une crise pendant une cérémonie à Oyo. À Oyo aussi, c'est là-bas où il y a un hôpital, certainement un grand hôpital là-bas avec le centre de dialyse. Le CHU. Mais le malade à Oyo, de Oyo, on n'amène même pas à Brazzaville, on l'amène droit en France. Alors, quels sont les dirigeants congolais qui se soignent dans les hôpitaux congolais, que ça soit construit et équipé, pour qu'on le glorifie? C'est de l'hypocrisie, Christian Perrin. C'est de la haute hypocrisie et puis alimentée par la corruption de ces dirigeants dits internationaux qui reçoivent de l'argent et puis ils donnent du blanc-seing à la gouvernance du Congo, gouvernance économique médiocre, qui se sort par la cessation de paiement. La Banque mondiale et le FMI sanctionnent par des revues positives.
Les hôpitaux sont des mouroirs, les Congolais meurent comme des mouches. L'OMS se dit que le Congo a un grand dirigeant qui a amélioré la gouvernance de la santé au Congo. Christian Perrin, c'est de l'ironie. C'est la grande ironie et c'est cynique même. C'est cynique même, ça peut même s'apparenter à... C'est honteux. C'est honteux, c'est honteux. Ouais. Ces dirigeants, honte à eux. Alors, Jean-Pierre Anyangoy, en tout cas, le temps nous tient. Nous allons terminer par cette question. On va parler donc de la concertation annoncée dans les coulisses. Hein, tout le monde en parle. C'est vrai que ce n'est pas encore officiel, mais bon, tellement que ça revient. Alors, une concertation politique à quelques, j'allais dire, 2 ans de l'échéance majeure 2026. À quoi pourrait servir une telle concertation politique? Christian, là on est dans le domaine de la rumeur, mais il y a une question d'actualité. Je ne veux pas être long parce qu'on a déjà été très perturbé par les problèmes d'électricité ici. Et donc il y a quand même une question d'actualité, c'est la visite du président en Chine avec une bagatelle encore après la Russie, où il y avait une délégation kilométrique. Là c'est maintenant en Chine avec 54 personnes, avec beaucoup de parents encore, une fois de plus. C'est toujours dans le chapitre de l'insouciance des gouvernants congolais face à la souffrance du peuple congolais. Et pendant que vous allez évoluer, pardon Jean-Pierre Anyangoy, pendant que vous allez évoluer dans votre réponse, je voudrais d'abord avoir votre commentaire sur j'allais dire la configuration même de la délégation congolaise où on a vu donc Denis Sassou Nguesso, ses enfants, ses petits-enfants, les cousins, en fait des parents, représenter le Congo à un tel sommet. Quelle lecture politique peut-on faire de cette délégation, d'abord? Christian, c'est ça ce que j'étais en train de dire. Ça montre que ces dirigeants, et Sassou en premier lieu, montrent aux yeux du monde et en premier lieu aux Congolais que son gouvernement ou sa gouvernance, c'est une gouvernance familiale. Il a pris le Congo comme un royaume et il gère le Congo avec sa famille. Il peut faire du tourisme avec sa famille. Tout le monde rêve d'aller en Chine, puisque c'est un grand pays qui se développe, qui fait beaucoup de choses. Tout le monde rêve d'aller en Chine, mais tout proche parent de Sassou rêve d'aller en Chine. Mais pourtant, ils ont l'argent, ils peuvent y aller individuellement. Mais non, ils vont en visite dans des cas de délégation officielle et on l'expose sans scrupule, sans gêne, Sassou, avec ses petits-enfants, ses enfants, ses neveux et tout, en Chine, alors qu'ils sont officiellement partis pour un sommet. Est-ce qu'on avait besoin de ça? Est-ce que les Congolais, vraiment, ça les enchante, ça fait plaisir, ça honore le Congo? Est-ce qu'ils respectent les Congolais en faisant comme ça le président Sassou? Mais non, ils se moquent des Congolais qui souffrent. D'un côté, on gaspille l'argent avec des cérémonies de décoration à des titres farfelus. De l'autre, on organise des grands sommets à grande pompe, à coups de milliards qui n'apportent rien aux Congolais. Et voilà la gouvernance de M. Sassou qui veut se préparer, qui cherche certainement des opportunités pour déclarer sa prochaine candidature. Bref, pour aller sur le forum ou la concertation. Concertation politique. Vous l'avez dit, c'est une rumeur, c'est la pratique du PCT. Souvent, il lance des informations comme ça pour voir ce que les Congolais pensent. Et après, rien. Même quand c'est les Congolais qui veulent, mais surtout quand ce sont les Congolais qui veulent, il ne va pas le faire. Il lance une information comme ça. Souvent, chaque fois, maintenant, à la veille des 15 août, il lance des informations comme ça. On va libérer les prisonniers politiques, on va libérer
le général Okombi Salissa, le général Mokoko et Okombi, et après, tout le monde attend, il prononce son discours bidon, et puis ça passe, et les années passent, les voleurs sont dehors, ceux qui déciment l'économie congolaise, ceux qui plongent le Congo dans la crise sont dehors, s'amusent avec l'argent. Les innocents sont en prison. Là, il parle du dialogue. Les opposants, l'opposition en général et plusieurs Congolais ont toujours souhaité qu'il y ait un tel dialogue. Depuis même, on peut dire, des années 2012-2013, on a commencé à dire que le pays allait mal, il fallait organiser un dialogue. Il y avait plusieurs crises politiques, économiques, financières. Le gouvernement a toujours dit non. Aujourd'hui, ils reconnaissent maintenant qu'on est en crise. On est même en cessation de paiement, même si les Mungala dit que ce sont des dysfonctionnements techniques. Mais la vérité, elle est là, toute crue. Le Congo est en cessation de paiement. La lettre du directeur général du Trésor à son ministre le dit très bien. Hein, des échéances qu'on n'arrive plus à honorer. Donc, le Congo est en crise. On ne peut plus le nier. Maintenant, si c'est vrai que ça soit maintenant compris qu'il faut qu'on aille à un dialogue, dans la mesure où les gouvernants ne peuvent plus maîtriser la situation. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a même les membres du bureau politique du PCT qui veulent interpeller les gouvernements, les membres du gouvernement, pour qu'ils leur rendent compte. Et ceux-ci disent qu'ils ne rendent pas contrepartie. Oui, mais Jean-Pierre Anangoy, Jean-Pierre Anyangoy, a une concertation, j'allais dire, Jean-Pierre Anyangoy, une concertation à la Sassou Nguesso. C'est ça le problème. Et ma question est de savoir, qu'en pensez-vous? Est-ce que l'opposition pourrait prendre part à une telle concertation? Et est-ce que ce n'est pas non plus juste une manière pour Denis Sassou Nguesso d'apaiser un peu la tension qui monte avec toutes ces crises qui s'enchaînent? Bien sûr, Christian, je disais que le dialogue ne peut être que souhaité. L'opposition, généralement, l'a souhaité, et beaucoup de Congolais. Sauf que quand Sassou sent que le dialogue risque de poser des problèmes qu'il n'aime pas qu'on évoque, qui risque de le mettre en difficulté, il refute le dialogue. C'est pourquoi même le Conseil national de dialogue institué par lui dans la constitution qu'il a voulu, ne s'est jamais réuni parce que son secrétaire général, M. Martin Béry Berry. Martin, avait initié le processus de convocation du premier dialogue comme ça. Et il a pris le soin de commencer à consulter toutes les forces de la nation. Il a fait une première synthèse. Il était prévu qu'il aille voir aussi les gens au niveau de la diaspora. Mais quand Sassou a lu la première synthèse qu'il a présentée avec les points de vue des forces vives qui ont été consultées, y compris l'opposition, ben, le processus s'était arrêté parce qu'on tendait vers un dialogue inclusif, ce qu'il ne veut pas. Maintenant, s'il parle d'un dialogue, c'est bien, mais de quel dialogue s'agit-il? Nous, opposition, de mon point de vue, on ne dira pas non au dialogue, mais pas oui au dialogue à la manière que veut Sassou, que ce soit un dialogue inclusif, sur des points qui va débattre des points qui seront arrêtés de commun accord, de manière conjointe. On sait quels sont les gros problèmes auxquels le pays est confronté, quelles en sont les causes et quelles sont les mesures appropriées pour donner des solutions à ces problèmes. Que ce soit sur la crise économique, nous savons que la crise économique est due au fait qu'il y a des gens qui gèrent mal. Il y a des détourneurs des fonds, ceux qui pillent les fonds publics, qui les placent dans les paradis fiscaux. Paradis fiscaux à l'extérieur. Il y en a qui pillent à l'intérieur et ils sont impunis. Et l'économie, les finances du pays prennent un coup et on arrive à l'état de cessation de paiement. Donc la solution, il y en a deux.
La première, c'est qu'il faut mettre un terme au gouvernement de ces pilleurs. Il faut les changer, il faut les virer. Il faut chercher. Deuxième chose, il faut récupérer l'argent qui a été pillé, qui est placé quelque part, qui peut être récupéré. Je disais tout à l'heure qu'au Gabon, on a eu un exemple. En Angola, on a eu des exemples. Ailleurs. Donc, on peut récupérer cet argent. Voilà un dialogue, c'est pour Mais aussi, il y a un point qu'il faut peut-être pas oublier, c'est la libération des prisonniers politiques aussi. Ben exactement. Il faut que les prisonniers politiques, quand on dit que ce sont des prisonniers de droit commun, c'est faux. Ils sont bel et bien des prisonniers politiques. Et le général Moukoko, au commissaire, ne serait jamais en prison s'il ne s'était pas présenté à l'élection de 2016. Il serait tranquille. Mais c'est parce qu'ils ont osé se présenter contre Sassou et l'ont battu qu'ils ont été sanctionnés. Ils ont commis le péché d'être ressortissants du Nord et d'affronter Sassou parce qu'ils croient que quand on est du Nord, on devient ses sujets, on doit obéir qu'à lui, rien qu'à lui, jusqu'à sa mort. Voilà leur péché. Donc, toutes ces questions doivent être examinées, posées sur la table pour que le Congo se réconcilie avec lui-même et que les fils du Congo se mettent à trouver les solutions pour redresser le pays qui est déjà dans un gouffre. Il est au bord de l'abîme, il est pratiquement dans un gouffre et les dirigeants actuels ne peuvent plus redresser la situation au Congo. Ce n'est pas avec le gouvernement de Makosso, ce n'est pas avec le PCT qu'ils vont pouvoir redresser, remettre de l'ordre pour redresser le Congo. Ils n'en peuvent plus. Qui va sanctionner qui? Ce n'est pas la commission ad hoc ou le groupe ad hoc de recouvrement de la trésorerie dirigé par Bouya qui va redonner la santé financière au Congo. C'est de l'utopie, c'est de la diversion, c'est de la pure manipulation. Pour que le Congo retrouve son équilibre, il faut d'abord régler les problèmes de fond, la crise politique et la crise économique, la crise sociale passe par un tel dialogue, mais vrai, inclusif. Mais si c'est pour faire de la manipulation habituelle, comme à Madingu, à Owando, à Wesso, et puis à la fin, il n'y a rien, à ce type de dialogue, nous n'irons pas. Tout au moins, le parti du peuple ne participera pas. Mais si c'est un vrai dialogue, nous pensons avec les autres forces d'opposition que nous ne disons pas non pour dire non. Nous voulons d'une concertation véritable, objective, qui va débattre des questions dont la liste sera arrêtée de commun accord et le format même de ce dialogue doit être décidé de commun accord, qui va le présider et quels sont les résultats attendus. Tout ça, ça doit être prédéfini avant d'aller au dialogue. Mais quand on nous dit que c'est d'ici le 15 septembre, il y en a qui disent que c'est en novembre. Bon, mais ce n'est pas en dehors, on se réveille, ça se dit, bon, allez, on va se réunir, et puis il choisit les participants qui vont lui dire, qui obéissent à sa volonté, et après on nous pond un résultat, on dit on a tenu un dialogue. Ça, ce serait de l'illusion et nous ne pensons pas que les Congolais soient prêts ou prenants pour un tel dialogue ou pour une telle manipulation. Merci Jean-Pierre Agnangoy. Je rappelle que vous êtes ingénieur en chef des eaux et forêts, ancien secrétaire exécutif des aires protégées d'Afrique centrale et président du Parti du peuple. En tout cas, merci d'avoir encore été avec nous sur R7 pour décrypter l'actualité congolaise. Merci Christian, on est enfin arrivé à la fin. Vous avez vu là encore les problèmes d'électricité. On a été plusieurs fois obligé d'être coupé parce qu'il n'y a pas d'électricité. Il a fallu aller allumer le groupe et tout. Voilà, et pendant ce temps, l'argent est gaspillé, les voyages par-ci, par-là, les décorations et les vrais problèmes ne sont pas réglés. M. Desrosiers dit qu'il y a le courant, il est produit, stocké,
mais pour le distribuer, c'est complexe. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont résoudre cette équation complexe. On ne sait pas combien d'inconnus comporte cette équation de distribution de l'électricité au Congo. Ils appellent ailleurs pour venir nous trouver les solutions, puisqu'ils aiment faire venir les gens de l'extérieur. C'est bien triste, mais bon, les Merci, Congolais Christian. auront le dernier mot. En tout cas, merci donc d'avoir été avec nous, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo après avoir massivement partagé cette interview et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve très prochainement. Merci.